Nous, on essaye d'être cash. Mm. Parce qu'on estime que c'est comme ça que tu vas progresser. Moi, quand il y a quelque chose que j'estime est pas bien, pas terrible, pas réussi, je le dis sans problème. Après, bien sûr, je le dis en étant cool. Je sais très bien que quand tu fais une œuvre, une création, c'est extrêmement personnel. Il faut toujours faire très attention aux mots qu'on emploie. Le but, c'est, on n'est pas là pour blesser, mais on est là pour faire en sorte que les gens progressent. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre du podcast. Aujourd'hui, c'est Mehdi de Concourou qui vient partager le micro de Pain sur la planche. Après un Ulule à plus de 17 000 €, un tour de France pour rencontrer leurs auteurs, une saison complète de publications, Mehdi vient nous raconter les moments forts de Concourou et les galères qui vont avec. Pour la deuxième fois, Pain sur la planche a le plaisir de voir son épisode sponsorisé et derrière ce soutien se cache Fraki Habara, une plateforme de recrutement spécialisée dans un secteur que vous connaissez bien, celui de la pop culture asiatique. Que ce soit le manga, le jeu vidéo ou le webtoon, Fraki Habara fait le lien entre les passionnés et les entreprises du secteur. D'ailleurs, on y retrouve déjà les offres de Crunchyroll, Abystyle ou encore Naver, la maison mère de Webtoon. Alors que vous soyez illustrateur, juriste, community manager ou à l'inverse une entreprise à la recherche de sa future pépite, n'hésitez pas et allez visiter le site de Fraki Habara, le lien est dans la description. Hello Mehdi, Salut. comment vas-tu ? Super, et toi ? Bah écoute, je vais super bien. Là c'est la deuxième interview de la journée, aussi avec Mehdi de Concourou. Pourquoi est-ce qu'on fait cette interview ? Parce qu'il y a un an, même un peu plus, il y a un an, vous lanciez une campagne de financement pour créer un magazine de prépublication qui vient du mot concours mais prononcé un peu à la japonaise. Mais cette histoire, c'est toi qui vas me la raconter. Donc je t'écoute, présente-toi. Qui est Concourou, qui est Mehdi ? Alors, donc moi, je m'appelle Mehdi, je suis le président de Concourou et en fait un des cofondateurs de Concourou. Pour raconter vraiment toute la jeunesse de Concourou, en fait, il y a à peu près entre 10 et 15 ans, je rentre au lycée. À l'époque, les mangas n'étaient pas aussi bankable qu'aujourd'hui en France. Donc, c'était rare en fait de rencontrer des mecs qui aiment bien le manga. Et puis, je m'assois à côté d'un type, on discute, je vois qu'il aime les mangas comme moi et j'apprends aussi même qu'il dessine. Et alors, moi aussi, tu vois, j'étais vraiment dans le Bakuman Dream, je dirais, où j'avais envie j'avais ce rêve d'être auteur dans le Jump et tout ça, et je dessinais à fond. Du coup, le courant passe tout de suite, puis ça devient un de mes meilleurs potes. Le temps passe, et puis, je dirais, une dizaine d'années après, on se pose et puis on essaie de voir on essaie de monter un projet en fait ensemble. Et puis l'évidence en fait s'est imposée à nous, c'est de faire un Shonen Jump français. Je dirais pour penser un peu aux petits pleins d'espoir que nous étions. En fait, il faut savoir qu'il y a 15 ans, il y avait, je dirais pas plus de 5 auteurs français qui étaient publiés. Pour sûr, il y avait Dreamland et Dofus, mais au-delà de ces deux mangas, j'ai même plus souvenir de qui il y avait à l'époque. Donc en fait, il y avait quasiment pas d'espoir qui était permis. En plus, nous, Et c'était peu médiatisé, c'était peu mis en avant. Peu médiatisé, peu mis en avant. Surtout, ça faisait pas les chiffres de vente d'aujourd'hui. En fait, il y avait aucun gros succès. Même Naruto, One Piece, etc. C'était pas des gros succès par rapport à la bande dessinée, par exemple. Et aussi, le fait de là d'où on vient, on venait de milieux qui étaient quand même, faut le dire, assez modestes, assez pauvres. Du coup, je pense que dans nos familles respectives, etc., c'est une carrière d'artiste, ça serait pas très bien passé. Donc voilà, on a un peu abandonné nous ce rêve et notre but c'était de faire en sorte que les petits qui sont pleins de rêves, qui sont pleins d'espoir et quelque chose de concret auquel se rattacher. Et aussi, un autre truc, c'est que Konkuru, c'est concours, avec la prononciation japonaise. Bon, c'est un peu débile, mais bon, on est un peu débile aussi. Et pourquoi il y a ça, en fait ? C'est parce qu'on s'est rendu compte, nous, quand on était petits, qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions, en fait, pour dessiner. Et que c'est important d'avoir des occasions, des rendez-vous qui te forcent à dessiner. Qui te mettent une deadline, qui te mettent un contexte, parfois qui te mettent même un sujet pour sortir de ta zone de confort, etc. Exactement. Les concours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait trop peu en France. En vérité. Ouais. Au Japon, il y en a plein, il y en a même des gros concours. Et en fait, en France, il y en a pas tant que ça. Et on s'est dit qu'on allait ramener ça à une petite échelle et peut-être pourquoi pas développer ça à une plus grande échelle. Donc cette idée, elle part de ça, mais si je me trompe pas, toi, à titre personnel, donc il y a quand même une idée de créer un projet. Est-ce qu'on parle déjà de créer une boîte ? Ouais, alors dès le début, on parle de créer un projet, donc de créer une boîte, et dès qu'on lance le compte Instagram, on parle tout de suite de l'objectif, donc des 0 abonnés, on parle tout de suite de l'objectif de créer un magazine de prépublication. D'accord.
Donc vraiment de faire un truc très structuré, pas un petit projet que tu avais dans le coin de la tête, tu dis allez on lance ça comme ça, c'est vraiment un truc direct, tu te dis je veux faire quelque chose de bien, quelque chose de carré, etc. C'est ça. Si je me trompe pas, toi avant Concours, tu avais déjà une petite expérience entrepreneuriale? C'est ça, ouais. Ok. C'est ça, ouais. J'avais déjà créé une boîte dans le domaine de la santé au travail. Ok. Donc en fait, ça m'a appris pas mal de trucs, notamment au niveau de la com, etc. C'était du B2B, donc en fait, c'était totalement différent. Nos clients, c'était des entreprises. C'était totalement différent, mais ça m'a appris plein de choses, Ouais. notamment mes premiers pas dans le graphisme, dans l'infographisme, et puis plein de choses aussi sur les réseaux, de savoir qu'est-ce qui marche pas. Et c'est grâce à ça qu'on a pu se lancer et on a fait de 0 à 5000 abonnés en 5 mois. Et comment t'expliques que vous avez été si vite? Parce qu'il y avait, sur les abonnés, on parlera après parce que ça a commencé aussi par une campagne de financement, Concours. Mais comment t'expliques que rien que le compte Instagram, il est autant au début connu une croissance? Alors déjà, petite nuance à apporter, c'est qu'en fait, si tu veux, Instagram à l'époque, c'était pas du tout l'Instagram de maintenant. Il n'y avait pas du tout les réels. Ok. Il y avait ce qui s'appelait IGTV, où en fait, si tu faisais des vidéos, enfin, tu pouvais faire des vidéos, c'était déjà à IGTV. cette époque, donc vous l'avez créé vachement en avance le Exactement, Insta. c'était Ok. en 2021. C'était en février 2021, si tu D'accord. veux tout savoir. Ah oui, Notre donc but, quasiment c'était- 2 ans avant le. Exactement. En fait, le but, c'était d'aller étape par étape, monter une communauté, bâtir une communauté, et ensuite l'utiliser pour faire lancer ce projet avec une campagne de crowdfunding. Ok. Et en fait, si tu veux, Instagram, au début, les vidéos, ça marchait pas du tout. Donc, en fait, il fallait faire du carrousel. Ouais. Et la différence avec Instagram d'aujourd'hui, c'est que les carousels ne touchaient pas de personnes étrangères à ton compte. Tu fidélisais des gens, mais t'allais pas chercher des nouvelles personnes. Exactement. Tu n'allais toucher aucune nouvelle Ok. personne. Ce qui fait que nous, en fait, on a fait du référencement payant, on a fait de la pub en story Ok. pour présenter notre concept. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a cartonné. Alors que j'avais une petite expérience en Facebook Ads. Et là, franchement, c'est la campagne que j'ai fait qui a le mieux marché. Comme je t'ai dit, on a pris plus 1000 par mois avec cette campagne qui était une petite campagne. Hein. C'était pas une campagne à gros budget du tout. T'as des chiffres? Ouais, alors on était à peu près à entre 150 et 200 euros par mois. Ok. Voilà. 150 à 200 euros par mois et ça te ramenait 1000 abonnés. 1000 abonnés par mois, ouais. Donc 20 centimes l'abonné à peu près. Exactement. Ok. Ce qui est bien. Ce qui est vraiment bien. En plus, les gens sont restés. Il y a vraiment eu un côté fidélisation qui est super. Et surtout, le moment où en fait ça nous a fait le déclic, c'est que dès le début, de 0 à 1000 abonnés, et puis même encore aujourd'hui, on a reçu, en fait, on recevait souvent des messages de soutien. Et moi, tu vois, j'avais jamais géré de compte avant, de compte réseaux sociaux et tout ça. Et ça m'a interpellé. Le fait que je me dis, tiens, tous les jours, même quand on était un petit compte, on recevait 2, 3 messages de soutien. Et je me suis dit, voilà, on est sur la bonne voie. Donc, comment je l'explique? Je pense que les gens ont adhéré au concept et qu'ils avaient envie de voir ça. Et direct, t'avais la proposition de valeur d'un magazine? Toujours. Depuis le day Depuis le one, jour un. même quand on n'avait rien du tout, on a toujours dit, Ok. on a toujours annoncé la couleur. Donc tu lances un compte Insta, on a bien compris avec le côté on crée une commu, etc. Pourquoi et quand est-ce que vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire se dire là maintenant on va proposer un produit? Arrivé à un masse critique, je dirais, je pense qu'on était à 6-7 000 abonnés. Ouais. On s'est dit là c'est le moment de se lancer. Donc on a lancé le concours pour recruter 2 auteurs. Ok. Et puis après il y a eu un petit moment de flottement. Le concours, je crois qu'il était en décembre 2021. Ok. Après, on a eu une grosse période de flottement parce que dans nos vies personnelles à chacun, on a eu des déménagements. À ce moment-là, vous des êtes 2? changements. À ce moment-là, on est 3, ouais. Ok. On est 3. Qui s'est rajouté? C'était une personne de ma famille qui Ok. nous aidait sur le compte. Donc après, ouais, comme je t'ai dit, ça bougeait un peu dans nos vies perso. Et puis il y a aussi le fait que on avait beaucoup la tête dans le guidon. Donc c'était difficile pour nous d'arriver à se renouveler dans la communication, etc. Et on se sentait un peu moins légitime. On se disait qu'on avait du mal à communiquer. On n'arrivait pas à trouver comment communiquer efficacement sur les projets. Et en fait, on avait cette peur de pas arriver à mettre en avant suffisamment nos auteurs. En fait, de pas arriver à faire pour eux ce qu'on aimerait faire. Ouais, voilà, c'est ça, de mettre en place votre proposition de valeur et la réponse aux besoins que vous vouliez apporter. Exactement. En fait, on était sûr de pouvoir faire le produit, ça, il n'y avait pas de problème, mais là où on avait la vraie interrogation, c'est est-ce qu'on va réussir à communiquer efficacement dessus? Ok, je vois, mais avant ça, tu m'as parlé d'un concours. C'est ça. Beaucoup de participants? Ouais, franchement, énormément de participants. En plus, c'était un gros concours, en fait, on recevait... alors, il y avait un dossier et qui était composé en partie d'un chapitre qui faisait entre 25 et 40 pages. Ah ouais? Ouais.
Et on en a reçu, je dirais, entre 60 et 100. C'est-à-dire, il y a 100 mecs qui se sont chauffés à vous envoyer 30 pages. 100 mecs qui se sont chauffés à nous envoyer 30 pages et à quel on a fait un retour complet pour chacun de ces mecs. Pour toutes les 100 personnes. Toutes les 100 personnes. Et moi, c'est la question que je me pose, c'est à ce moment-là, toi, ton expérience professionnelle, elle est pas du tout dirigée vers le manga. Entre guillemets, c'est quoi ta légitimité, c'est quoi tes compétences pour ce concours? Genre, pourquoi est-ce que t'es apte à juger ces mangas, tu vois? Alors bah là, tout simplement, hein, j'ai essayé de mettre de côté la partie subjective, de me concentrer plus sur des aspects techniques. Comme je l'ai dit, j'ai dessiné un petit peu à mon humble niveau. Donc, on va dire qu'au niveau du dessin, même si je suis un peu éclaté au sol, mais j'ai quand même quelques bases. Pareil pour faire un manga, parce que à la base, quand je dessinais, c'était pour faire des mangas. Donc, que ce soit au niveau du découpage, de l'histoire, j'ai des bases. Donc, Faisal, qui était mon associé, pareil, puisque lui aussi, du manga, on en a fait, hein, des histoires, on en a écrites. Donc, je dirais qu'on s'est pas mal appuyé là-dessus pour pouvoir fournir des retours, etc. Mais on a eu cette question de la légitimité. Parce que je veux dire, tu vois, t'es comme ça, tu lances un concours, t'as besoin d'un juré, c'est facile, entre guillemets, d'envoyer un message à un auteur, petit ou grand, mais tu vois, qui est déjà édité, que ce soit en auto-édition ou bien chez une maison, et lui dire, on fait un concours, est-ce que tu veux être parrain, est-ce que t'as envie de juger, tu vois, genre, ça peut se faire, tu vois. Alors, oui, ça aurait pu se faire. Le problème, c'est que nous, en fait, au début de Concours, on était un petit peu, je dirais, à la marge du monde manga francophone. Et je pense qu'il y avait un petit peu de méfiance envers ces nouvelles personnes qui arrivent. Oui, tu connaissais pas encore les gens forcément, et du coup, exactement. Tu savais pas qu'il y avait cette proximité qui était possible. Exactement. Je pense que les gens avaient un petit peu des a priori sur nous, sur Concours, qui après ont pu disparaître, quoi. Mais à cette époque-là, c'était assez compliqué. Et puis nous, en fait, si tu veux, on l'a fait, mais on avait une ligne directrice. C'est-à-dire qu'il y avait tous les aspects techniques, etc. Mais nous, on avait une ligne directrice, c'est l'originalité. On voulait des choses qui soient originales, qui sortent des sentiers battus, de ce qui se fait. Et c'est aussi sur cet aspect-là qu'on a jugé. En fait, on était plus autour d'une ligne éditoriale qu'un niveau où... Exactement. On n'était pas vraiment juge de la qualité, mais on était plus juge, par exemple, de l'originalité. C'est par exemple pour ça que dans le premier numéro, tu retrouves un one-shot qui s'appelle Drew Power, qui en fait est... clairement, hein, je pense qu'au niveau du dessin, c'est un petit peu en dessous de tout ce qu'on a apporté dans le magazine. Par contre, au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose de totalement original. Et nous, c'était un parti pris qu'on avait totalement assumé. Ok, donc le concours se fait. Ouais. Il y a combien de, entre guillemets, gagnants? Alors, de gagnants, il y en avait à l'époque, si je dis pas de bêtises, 7. Donc 7 personnes que vous récompensez, entre guillemets, ou que vous notez que vous gardez pour des prochaines étapes? En gros, c'est ça. Les 7 gagnants, on avait convenu de les publier, du coup, dans le magazine. Après, comme je t'ai dit, il y a eu un grand moment de flottement, donc sur la petite période de battement, on en a perdu quelques-uns. La vie faisant que, il y en a certains qui sont partis, etc. Donc, il y a certains auteurs qui ont été recrutés après le concours. Il y a ce moment de battement. Toi, tu fais quoi? C'est ce que tu reprends les études? À ce moment-là, non. À ce moment-là, j'étais encore vendeur chez Leroy Merlin. T'étais vendeur chez Leroy Merlin. Ah, donc c'est plus tard que tu t'es dit, vas-y, je reprends les études? En fait, j'avais toujours cet objectif-là en tête, mais du coup, comme les dates pour postuler, etc., tout s'emboîtait pas bien. Donc, j'étais sur un grand moment de flottement d'un an, plus avec le Covid. À quel moment, donc là, on a compris qu'il y avait un moment de flottement. Quand est-ce que ça reprend plus sérieusement, Concours? Ça reprend plus sérieusement, je dirais, à partir de 2022, je dirais deuxième semestre 2022. En fait, pour tout te dire, on a fait un premier appel pour trouver quelqu'un pour amener cet aspect communication qu'on estimait à ce moment-là ne plus avoir dans l'équipe. Pour un peu, voilà. On a du coup intégré quelqu'un dans l'équipe qui n'est pas resté très longtemps, parce que je pense qu'il n'avait pas le temps, il avait d'autres projets, qui s'appelle Amine, je lui passe le bonjour si jamais il regarde cette vidéo. Et en fait, il nous a proposé une stratégie de com'. C'était des trucs assez basiques, mais c'était des trucs où nous, on avait tellement la tête dans le guidon, c'est des trucs qu'on n'avait pas en vue, en fait. Et tu peux expliciter? Ouais, très clairement, par exemple, tourner des vidéos, ça peut paraître idiot comme ça, mais nous, ça nous paraissait inaccessible. Et lui, le fait qu'il le pose sur le papier et qu'il nous pose toute une démarche cohérente de pourquoi on le fait,
comment on le ferait, et voilà, un peu toutes les Et donc, modalités. là, c'était quoi le but de ces vidéos ? Le but de ces vidéos, c'était par exemple tourner des interviews de nos auteurs. Ok, tout simplement. Donc tout simplement, et puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, merde, c'est possible, on peut tout à fait le faire. Je me suis un peu enlevé ces barrières que j'avais, et puis on a été, voilà, j'ai acheté sur Amazon La lumière. exactement, la fameuse lumière dont on parlait tout à l'heure, et puis on s'est lancé avec nos téléphones, on a fait le tour de France avec ma voiture. C'est vrai ? Ouais. Ok. On a On été en voir, parlera de cette voiture. on en parlera, ouais. On a fait un peu, du coup, tout le tour de la moitié sud de la France, Ok. pour aller voir nos auteurs. Et on a tourné vraiment beaucoup de contenu. C'était très cool. Puis ça nous a relancé, en fait. C'était un peu une étape, entre guillemets, si t'étais passé directement sur le lancement de campagne ou quoi, c'est une grosse marche, tu vois. Alors que là, de se dire juste, on va faire des vidéos, tu vois, c'est plus facile à mettre en place, c'est moins engageant, etc. Ouais, ça relance facilement la machine. Et c'est là où vous vous êtes dit, justement, on va faire le Kiss Bang Bang. Ah ouais, c'est à ce moment-là où on s'est dit, là, c'est bon, il faut sortir, le projet, quoi. Il faut proposer ça au public. Et c'est à ce moment-là, du coup, que Robin, qui nous accueille aujourd'hui, qu'on remercie, Comment vous êtes rencontrés ? via Concours, en fait, on avait fait un appel à recrutement, un deuxième appel à recrutement. Et puis, je crois que 2 semaines après que ce soit fini, il m'avait envoyé un message. Il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait, du conseil pour les médias, etc. Ouais. Ça m'avait parlé. Et donc, il a commencé un peu comme, entre guillemets, consultant externe, où on discutait ensemble des sujets strat, etc. Et puis aujourd'hui, on est associés dans Concours. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et donc l'équipe, elle commence à s'agrandir. C'est ça, ouais. Là, on lance un financement participatif. Est-ce que vous contactez des gens qui ont déjà fait du financement participatif ou vous lancez un peu Pas tellement. Bon, on a essayé de contacter notamment Atom, mais ça n'avait rien donné, on nous avait pas trop répondu. Par contre, on avait eu du coup l'accompagnement de la personne de chez KissKissBankBank qui nous a donné pas mal de conseils. Et puis même nous en interne, on avait fait pas mal de recherches sur comment s'y prendre. Je dirais bon, je suis généralement assez défaitiste, mais j'étais assez serein pour le crowdfunding. Ouais. Est-ce que vous demandiez, si je dis pas de 8000 Je crois que c'était 7500 7500 l'objectif, ouais. Ok, donc objectif à 7500, différents paliers, etc. C'est ça. Finalement, une campagne qui se passe bien. On atteint les 17 000, je crois, j'ai dû le noter, mais 17 790. Ouais, c'est ça, ouais. 492 contributeurs. Ouais. C'est pas mal pour une première campagne. Ouais, c'est pas mal pour une première campagne. Et moi, au travers du podcast, tu vois, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des campagnes. Il y a Shindo, il y a Jigito, plus récemment Romain Huet, etc. Ils sont tous passés par des campagnes, mais c'est vrai que celle-ci, elle est particulièrement grosse, je trouve. Comment t'expliques qu'elle marche si bien ? Bonne question. Alors, Parce que j'ai même pas vu un mec, tu vois, des fois il y a des campagnes où tu vois un mec qui lâche 1000 balles ou tu sais pas quoi. Là, j'ai même pas vu ça, tu vois. Genre, quand j'ai regardé les contributeurs, j'ai pas. ouais, non, C'est plein de mecs qui ont mis genre 50, tout ça, mais. je pense que c'est lié. Alors, c'est lié à 2 facteurs, je pense. Le concept et notre capacité à communiquer dessus et à se créer une communauté. C'est vrai qu'en fait, tu l'as dit, on a fait un bon score entre guillemets, mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que Concours, c'était personne dans le monde manga français en fait. On est passé de personne nous connaît à même il y a une petite méfiance envers nous à Concours est sur la place et se fait un nom. Directement, ça passe de rien à tout. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai vu quelques noms qui me parlaient dans le financement participatif. Par exemple, Manga Made in FR, tu sais, qui référence sur Instagram toutes les dédicaces, etc. J'ai vu qu'il avait participé et tout. Donc, ça fait plaisir de voir déjà qu'il y a des noms comme ça qui se créent. La campagne, elle se déroule bien. C'est pour le premier tome. Ouais. Le premier tome qui sortira en février, je crois. Qui était sorti en Ouais, qui est sorti. Enfin, quand je dis décembre. Ouais. Ah oui, décembre, ouais, c'est ça. Ok, décembre. Il sort en décembre pour une campagne qui se finit fin novembre. C'est ça. Donc plutôt bien. Ouais, plutôt bien. Alors il faut savoir que en fait, Concours, c'est plein de changements. Et nous, à la base, on avait prévu de faire seulement le premier numéro en papier. Ok. Je m'étais dit, alors je partais avec des a priori, je me suis dit, voilà, le numérique, c'est de l'avenir. On va faire le premier numéro en papier pour récompenser un peu les contributeurs. Et ensuite, on va faire que du numérique. C'est vrai ? Ouais. Et après, j'ai vu un tel engouement autour du papier que je me suis dit, non, finalement, il faut qu'on continue le papier. Les lecteurs français sont pas comme les lecteurs japonais. Ils ont vraiment envie d'avoir l'objet. Ça, c'est vrai. Donc, il faut absolument qu'on continue. Et c'est un passage obligatoire. Et tu vois, je pense que
Quand t'es pas habitué, que tu lances une campagne comme ça, que t'imprimes, je crois, si je dis pas de bêtises encore une fois, que t'imprimes 600 tomes, qu'il faut envoyer vous-même, il y a des galères? Euh, Alors, sur le premier numéro, tout s'est bien passé. Ok. C'est un peu, c'est un peu sur la suite qu'on a eu des galères. Ah ouais? Ah, quoique, alors, en fait, nous, on n'a pas envoyé nous-mêmes. C'est l'imprimeur qui a envoyé Ah tous nos d'accord. tomes. Ah ça c'est vraiment bien. Donc, ça, ouais, ça c'était top. Bon, par contre, il y a eu. Ouais, si, en fait, on a eu des galères. On a eu la Poste qui a tenté de nous facturer 3 fois les envois. Ah ouais? Où j'ai eu des petites sueurs froides à cause de ça. Genre t'as vu des factures Ah ouais, bon, ça nous envoyait des factures, ça voulait nous facturer. Alors tout ça à cause d'une genre histoire combien par exemple? d'autocollants ou je saurais pas te dire, mais ça c'est en plusieurs milliers d'euros quoi. Ah ouais. Vraiment les factures qui te mettent la pression, tu vois, tu t'en rêves la nuit. Donc il y avait ça, et puis il y a eu aussi pas mal de colis perdus, hein, ouais. Ah ouais? Ah ouais, énormément de colis perdus parce qu'en fait l'imprimeur n'avait pas utilisé des enveloppes à bulles, mais des enveloppes, tu sais, en papier craft Mhm. marron là. Et donc du coup, ouais, on a eu pas mal de colis perdus. Donc visiblement il y a des galères sur les tomes suivants, mais avant de passer à ça, pour qu'on garde une petite chronologie, on va parler des auteurs qu'il y a eu dans ce premier tome. Ouais. À ce moment-là, vous leur dites quoi? Vous leur dites, ok, on va vous éditer sur. Il y a déjà ce format de saison de se dire on va faire 8 tomes. Ouais, toujours. Donc ça c'est acté. Ouais. Ils savent qu'ils vont faire 8 tomes, donc ça veut dire il faut qu'ils sortent 8 chapitres sur l'année. Exactement, ouais. Donc ça ils le savent déjà. Ouais. C'est pas en mode vous faites un premier chapitre et on verra. Non, non, en fait, ce que je leur avais dit, je les avais avertis en fait par rapport à la campagne. Ok. C'est-à-dire, en fait, les 100% de la campagne, ils nous permettaient pas de concrétiser l'aventure. 100%, ça nous permettait de faire le premier tome et c'est tout. Et du coup, je leur avais donné le seuil à partir duquel ça se concrétise vraiment. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils savaient que ça allait être l'aventure totale, quoi. L'aventure totale. Ouais. Et il y a déjà un one shot, je crois, sur le premier tome. Ouais. Comment Il y en a 2 même. Ok. Les personnes qui ont fait des one shots, c'est des personnes qui sortent aussi du concours que vous avez organisé ou c'est des gens externes? Non, en fait, si tu veux, c'était des personnes qui sortaient du concours, qui en fait à la base devaient faire une série, mais en fait, comme je t'ai dit, avec tout ce qui change dans leur vie perso, etc., parce qu'il y a eu quand même pas mal de temps entre ces 2 moments-là, du coup, on n'avait plus le temps de faire une série. Nous, on aimait bien ce qu'ils proposaient, et puis on s'est dit, pourquoi pas transformer en one shot votre premier chapitre pour le proposer au public. Ok, je comprends. Donc, premier tome est sorti. Ouais. T'as une bande de 8 auteurs? Pas 8, plutôt je dirais 6 ou 7 à ce moment-là, oui. Donc t'as une bande de 6 ou 7 auteurs, t'as des personnes potentiellement pour des one-shots. Ouais. Dans l'équipe, vous êtes 4? Dans l'équipe, à ce moment-là, on est à peu près 4. Et qui fait le graphisme, qui fait tous ces trucs-là, tu vois, la mise en page? Alors, le graphisme pur, c'est-à-dire par exemple le design des covers, au début c'était moi. Okay. Donc par exemple, la première cover c'était moi. Okay. Après, toute la partie maquette, c'est Robin. Bravo Robin. Bravo. Le tome 2 sort très vite après le premier, non? Le tome 2, je crois, ouais. Ouais, il sort assez rapidement. Ouais. Et des galères sur celui-là? Alors j'essaie de réfléchir à quand est-ce que les galères ont commencé. Ce qu'on veut entendre, on veut les galères. Je me demande si ce serait pas le 3, les galères. 2 et 3. C'est quoi les galères chez Concourou? Alors, il y a plusieurs galères. La première galère, c'est que en fait, on se plante dans le fichier où il y a les adresses pour les envois. Et comment du coup, en fait, il y a eu un décalage d'une ligne sur Excel qui fait qu'en fait, il y a plein de tomes qui ont été envoyés à des adresses qui n'existaient même pas. Donc en fait, qui nous sont revenus. Il y a eu pas mal de tomes aussi perdus. Donc en fait, ça déjà, il a fallu toute une réimpression, etc. de tomes. Enfin, l'enfer. Ça forge. Ça forge. Et après, on a eu une grosse difficulté. Si tu veux, le premier tome a été imprimé en offset. C'est une technologie d'impression qui est bien pour les gros tirages, mais un peu moins bien pour les petits tirages. Tu peux expliquer en quoi ça consiste ou... Ouais, bien sûr. Alors en fait, si tu veux, c'est des machines qui coûtent cher à lancer, qui coûtent cher à faire tourner, et c'est pour ça qu'on va les privilégier sur des gros tirages. Quand je dis gros tirage, je dirais à partir de 1000 exemplaires, mais pour certains imprimeurs, ils vont te dire, par exemple, moi en dessous de 2500, je fais pas d'offset. L'avantage de l'offset, c'est que tout est nickel, tout est bien aligné, tes trames, c'est la meilleure qualité d'impression. C'est une très bonne qualité d'impression, tes trames ne vont pas moirer. Quand je dis moirer, en fait, c'est une trame, c'est des points.
Ouais. si tu veux. Le souci, c'est que parfois, les points sont trop petits. Et en fait, sur certaines impressions, tu vas, au lieu que ça s'affiche en fait, c'est censé faire une sorte de nuance de gris. Bah, au lieu que ça s'affiche en nuance de gris, ça va faire un quadrillage. C'est ça qu'on appelle le moiré. Je vois très bien. Euh, Ça le fait parfois sur le tactile, sur le numérique. je Ouais, trouve. exactement, ouais. Ça le fait, en fait, bah, en gros, tout simplement, si ça moire sur ton fichier, il y a de fortes chances que ça moire à l'impression. Ok. L'offset, avec l'offset, t'as pas ce problème-là. Par contre, à partir du 2, on a basculé en impression numérique pour les plus petits tirages. Et là, on a commencé à avoir beaucoup de mal à se calibrer avec l'imprimeur sur ces questions de moirage. Mais bon, ça, on a laissé un peu de côté parce que c'était un problème insoluble. Mais on avait encore d'autres plus gros problèmes, notamment avec la série Raja de Néron, Ok. qui sortait totalement noir. En fait, Parce lui, qu'il est très technique, lui, dans le dessin, Néron. il est très technique, donc déjà c'était très frustrant que tout son dessin soit beaucoup trop sombre, Mhm. et surtout il n'utilise pas de trame, il utilise que des nuances de gris. Donc en fait, on a Mhm. eu énormément de mal, nous qui étions pas du métier, à comprendre pourquoi ça sortait aussi noir. Donc là, on a mis énormément de C'est pas des temps. rames que. Alors aujourd'hui, j'aurais pas la réponse. Peut-être que Robin, là, même lui, il l'a pas. Il me fait le nom de la tête. Mais on n'a toujours pas la réponse. Mais en tout cas, on a réussi finalement à se calibrer au prix de, franchement, c'est à ce moment-là qu'on a pris du retard dans la saison. Je dirais qu'on a pris facilement 3 ou 4 semaines de retard. Ok. Parce que c'était super dur de se calibrer. Et au final, on a eu une malchance. C'est qu'il y a eu une incompréhension entre nous et l'imprimeur. Et du coup, le résultat final qui est sorti était quand même trop noir. Donc, Ok. on a perdu 4 semaines pour rien. Mais bon, ça c'était les galères sur le numéro 2. Quand l'aventure elle se lance un peu pour vous tous, faut dire que vous faites pas ça à plein temps, vous avez tous votre activité à côté, mais ça demande du travail parce que comme tu dis, il y a des galères à régler. Les galères ça prend du temps. Ouais. En plus de ça, il y a la com à continuer. Vous faites pas mal d'apparitions, notamment sur Tomodachi avec Kevin tout ça, Mhm. même sur d'autres plateaux. Mhm. C'est compliqué pour toi à ce moment-là? Pas tellement. Après, bon, c'est vrai que des fois, par exemple, typiquement, pour se régler avec l'imprimeur, on a été sur place. Et donc ça m'a coûté du temps. Et en fait, c'était sur un temps où, voilà, comme tu as dit, j'avais repris les études. C'était en même temps qu'un partiel. Donc j'ai fait mon choix, quoi. Je me dis bon, je préfère être là-bas plutôt qu'être au partiel. Ok. Donc parfois il y a des petits choix à faire, mais sinon, Et c'est quoi, t'es arrivé avec un justificatif Concours bah non, bah là alors ça tombe bien que t'en parles, hein, j'ai le rattrapage en ce moment même. Donc, Ah merde. Ah merde. Ok, je vois. Ah oui, donc t'as vraiment fait le choix investissement Concours à fond. Exactement. Parce que toi, donc à côté, t'évolues plus dans la finance sur tes études. C'est ça. Mais à la sortie de tes études, t'aimerais te mettre à temps plein sur le Concours? À la sortie de mes études, ouais, bah c'est très probable que ce soit ce qui se passe. Ouais. Bon après j'ai des factures, etc. Mais bon, voilà, il y a l'assurance chômage. Oui, parce que t'es en alternance, du coup forcément t'auras le Voilà, chômage. Ok, je vois, je exactement. comprends. Trop stylé. L'offre se construit de plus en plus. Au début, tu as dit, premier tome papier, on pensait faire la suite en numérique. Finalement, le papier, c'est ce que les gens ils achètent. Il y a quand même un côté abonnement où vous proposez une offre qui est moins chère à l'abonnement si l'objectif c'est quoi, de lisser les coûts, de créer une sécurité. Ouais, l'objectif clairement des abonnements, sur cette première saison, c'est de se sécuriser. Okay. C'est de se dire, ok, on sait combien de tomes on doit produire et vendre pour ne pas faire de pertes. Ouais. On voulait à tout prix sécuriser ce nombre avec les abonnements, quoi. Ok. Et l'abonnement numérique fonctionne ou pas du tout? L'abonnement numérique, ça va, ça a fait son petit bout de chemin. Mais tu sens que c'est pas là que les gens t'attendent. Exactement, c'est clairement pas là. Et il y a un public qui se crée? Ouais, il y a clairement un public qui se crée, il y a tout un lectorat, il y a des gens qui vraiment suivent ardemment Concourou. C'est toujours un peu surprenant. Hein, Tu sens qu'il y a une petite fanbase entre guillemets du Concours? Exactement, ouais. On sent qu'il y a une fanbase et puis bon, je dirais quand même un peu plus tard quand on va en convention et qu'on les rencontre, c'est là vraiment que ça nous. On en parlera après des conventions parce que vous avez fait notamment la Japan Expo cet été. Vous avez en plus fait quelques activités sympas et tout à côté. On en parlera. Avant ça, j'ai une question. C'est dans ton sens, qu'est-ce que c'est la plus-value de Concours pour les auteurs du Concours?
Qu'est-ce que ça leur apporte? Tu vois, si tu leur demandes c'est quoi, qu'est-ce qu'on vous apporte? Il y en a plusieurs, alors ça tombe bien parce que j'ai fait un peu mes appels, j'ai participé à quelques appels bilan justement avec les auteurs pour voir un peu qu'est-ce que eux ils avaient retenu de la saison. Et justement, excuse-moi, je te coupe tout de suite, mais est-ce que tu peux aussi expliquer comment vous fonctionnez avec vos auteurs? Parce que je pense que c'est important, il y a quand même un aspect accompagnement qui est assez mis en avant, du coup c'est cool de mettre un peu ça en contexte avant. Tout simplement, nous en fait on fait un accompagnement éditorial de chacun de nos auteurs, où en fait il y a une personne de notre service édito qui va l'accompagner tous les mois dans le déroulement de son histoire, dans la réalisation de son chapitre, qui va essayer de le conseiller et de l'accompagner au mieux pour pouvoir sortir le meilleur résultat possible et faire en sorte qu'il s'améliore. Quand on est dans la prod, c'est difficile de faire des retours qui sont très profonds. Tu vas pas dire à quelqu'un, pendant qu'on est dans la prod, pendant qu'il doit sortir un chapitre par mois, rebosse ton style ou travaille ton anatomie. Ça sera pas possible. Par contre, en fin de saison, on fait des retours un peu plus profonds, où on essaie vraiment d'aller dans les plus grosses faiblesses de chaque auteur, parce que chaque auteur en a, même ceux qui sont très forts, et leur dire, voilà, c'est vraiment sur cet aspect qu'il faut que tu travailles pour devenir un meilleur auteur. Maintenant, qu'est-ce que eux ils en retirent comme plus-value? Comme je t'ai dit, ça vient vraiment de eux, hein, de ce que eux m'ont dit. C'est déjà l'accompagnement, l'accompagnement parce que c'est rare en fait d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Nous en plus, voilà, c'est professionnel, donc on fait des retours objectifs. On n'est pas biaisé comme par exemple quand tu peux faire lire à tes proches ou à d'autres personnes qui sont dans la même sphère que toi qui peuvent avoir peur de te blesser. Nous, on essaie d'être cash parce qu'on estime que c'est comme ça que tu vas progresser. Moi, quand il y a quelque chose que j'estime est pas bien, ou pas terrible, pas réussi, je le dis sans problème. Après, bien sûr, je le dis en étant cool. Je sais très bien que quand tu fais une œuvre, une création, c'est extrêmement personnel. Il faut toujours faire très attention aux mots qu'on emploie. Le but, on n'est pas là pour blesser, mais on est là pour faire en sorte que les gens progressent. Donc ça, c'est le premier truc, l'accompagnement. Ensuite, il y a toute la partie com autour de leur projet, parce que mine de rien, en communiquant autour du mag, on communique aussi autour de leur histoire, et ça parle à beaucoup d'auteurs, parce que c'est très difficile de communiquer pour soi-même. Je pense que les auteurs de manga du monde amateur, semi-pro, le savent très bien, c'est extrêmement dur. Et enfin, je dirais, c'est aussi le fait d'avoir des deadlines. En fait, ça, c'est revenu dans beaucoup d'entretiens de bilan de fin de saison où on nous a dit moi, je suis très content parce que ça a été très dur de faire cette saison, mais j'ai la satisfaction d'avoir un tome complet que peut-être j'aurais mis 2 ou 3 ans à faire ou peut-être qu'il n'aurait jamais vu le jour. Donc ça, c'est le dernier, je dirais, c'est la dernière grosse plus-value qu'on apporte à nos auteurs. Et puis la rémunération aussi, ça joue aussi. Ouais. Et bah, tu vois, je te pose la question, mais je te pose la question en connaissant déjà la réponse parce que j'ai contacté tes auteurs justement pour leur poser cette question-là. Justement, qu'est-ce que vous avez chez Konkuru? Et effectivement, moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment la deadline, le fait d'avoir un rythme. Ils vous ont vraiment dit, ouais, des fois c'est dur, mais on le fait, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la plus-value, c'est le contexte que tu voulais mettre, comme quand on met un contexte avec un concours, et bah là, vous le mettez avec les sorties de tomes, et c'est vraiment ressorti chez plusieurs de vos auteurs, j'ai notamment Nico Hamé et Jocelyn qui font pas mal échanger avec moi, donc je les remercie. Et après, oui, l'accompagnement qui est pas mal ressorti. Toi, t'as parlé de la rémunération, moi, ils me l'ont pas cité, tu vois. Mais c'est important quand même de le dire. Vous rémunérez vos auteurs depuis jour 1. Depuis jour 1, ouais. Et comment vous les rémunérez? Alors nous, c'est une rémunération fixe. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire pour chaque chapitre, ils vont avoir la même rémunération? Exactement. Alors dans le monde de l'édition, ça fonctionne pas comme ça. Généralement, il fonctionne avec une avance sur droit. Donc par exemple, tu vas toucher 15 000 euros pour faire un tome, et ensuite les droits d'auteur. Et ensuite les droits d'auteur. Voilà. Une fois que les 15 000 euros sont recoupés, tu vas toucher les droits d'auteur variables. Nous, on n'est pas dans ce système-là. Bon, déjà, on a plusieurs auteurs dans un même magazine, dans un même objet. Payez. Non plus. Nous, c'est vraiment un fixe qui est pas indexé au nombre de planches, c'est un fixe indexé au chapitre que tu sors. Si tu sors un chapitre, tu as ta rémunération fixe. La rémunération fixe, ça peut sembler désavantageux, mais en fait, en comparaison des ventes qu'on fait, ça absorbe plutôt une grosse part de notre chiffre d'affaires. Donc clairement, pour un magazine qui se lance, c'était un pari super risqué de faire de la rémunération fixe, mais c'est un pari réussi puisqu'on a réussi à le tenir, à payer tous nos auteurs jusqu'au dernier numéro. Et tu serais OK pour mettre des chiffres un peu sur les rémunérations? Ouais, bien sûr. Sur la première saison, alors sur les one-shot, on était aux alentours de 150 euros de rémunération pour one-shot. Et pour les séries, on était en moyenne, ça variait, hein, mais on était entre 200 et 400 euros en moyenne sur toute la saison. Pas de nombre de pages définies. Hein, mais en moyenne, ça fait combien un chapitre Konkuru?
En moyenne, je te dirais entre 20 et 25, Ok. en sachant que, Ouais. voilà, par exemple, sur le premier numéro, tu as des auteurs qui ont fait 40, Ok. tu as des auteurs qui ont fait beaucoup plus. Donc, voilà, les rémunérations étaient assez variables, mais pas forcément en fonction du nombre de pages. Ok, je vois. Trop stylé. Trop stylé. Il y a une grosse diversité. En fait, moi, j'étais aussi étonné en prenant contact avec vos auteurs. Je m'attendrais à tomber sur, alors, je caricature un peu, mais des mecs qui sortent du bac, tu vois. Ouais. Genre, sortent du bac, qui sont, bon, allez, 22, 23 ans max, tu vois. Et en fait, les deux personnes que j'ai interrogées, ils n'avaient pas du tout cet âge-là. Des bons pères de famille. Ouais, c'est ça. C'était plus, quand je posais la question, c'est quoi vos ambitions à titre personnel? Bah, moi, ce serait plutôt de trouver une maison d'édition, assez, élevée, enfin, tu vois, pour m'assurer un truc, parce que bon, il y a la famille derrière, machin, tout ça. 37 ans, j'étais, d'accord. C'était pas du tout, je pensais pas, tu vois. Vous avez, ouais, c'est des personnes qui sont, plus sur, père de famille que sortie de bac. Bah, on a un peu de tout, mais c'est vrai que sur la première saison, c'était une moyenne d'âge un peu élevée, donc on a quelques seniors, notamment Jocelyn, Guillaume et Nico, qui sont un peu les ténors, je dirais, les anciens. Ils tiennent le secteur. Mais, ouais, après, c'était pas forcément une volonté, mais c'est vrai que c'est surprenant. Moi aussi, j'aurais plus vu des jeunes. Mais au final, ouais, on a eu tous les âges et c'était super sympa aussi humainement, hein, de les rencontrer. Et puis en plus, ils sont tous très cool. Ouais, il y a ça matche bien. Ah ouais, ça match super bien. Ouais. 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 Le projet, il a pas mal évolué maintenant. Parce que, bah, forcément, tu fais des erreurs, t'apprends. Même sur votre site a plus rien à voir avec, je crois, il a pas mal évolué, Ouais, il votre a pas site. mal Enfin, évolué. Ouais. il me semble bien que l'ADA, elle a pas mal changé. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison 1? Je retiens fatalement les erreurs qu'on a fait, Ouais. les galères qu'on a eues, parce que des galères, on en a eu à l'appel. C'est quoi? C'est administratif, c'est financier, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout, mais bah, pour te donner quelques anecdotes, par exemple, on a eu des auteurs à l'hosto, pas à cause de nous. Aucun auteur n'a Ça, été c'est un peu trop maltraité. esprit Bakuman, ça. Voilà, un peu trop esprit Togashi. Ouais. Mais non, non, du tout, en fait, c'était bon, des problèmes annexes. Mhm. Euh, donc ça c'était une petite galère. Tenir les délais, c'était dur. Mhm. Après, il y a eu toutes les galères que je t'ai citées par rapport à l'impression. Nous, parfois, on a fait des grosses erreurs aussi de notre côté. Notamment, on a réimprimé notre numéro 1 en l'appelant numéro 2 sur la couverture. C'est vrai? Ouais, une erreur bête, en fait, on a mal relu le fichier. Après, parfois, ça nous est arrivé aussi d'inverser des pages. Ça veut dire que vous avez déjà fait une réimpression du numéro 1? Ah ouais, on a fait, je crois même qu'on en a fait deux. Hein, ouais. Ok, vous êtes à combien de tomes vendus sur, typiquement le premier à peu près? Je dirais aux alentours de 1500. Ah, c'est pas mal. Peut-être un peu plus maintenant, entre 1500 et 1007, quoi. Ok. Je te laisse reprendre sur, ce que tu retiens de cette saison 1. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas eu que des galères. Ouais, bah il y a pas eu que des galères. Après, moi franchement, ce que je retiens, sinon, ça va être l'aspect humain. Ouais. Où en fait, donc je t'ai parlé de ce fameux Tour de France, demi-Tour de France qu'on a fait. En fait, avant ça, Concours, c'était de l'abstrait pour moi. C'est-à-dire que c'est des gens que tu connais d'Instagram, tu leur as parlé un peu via Discord, on a fait des visios, j'ai vu qui c'était, j'ai vu leur visage, ils ont vu le mien, mais c'était de l'abstrait. Et après, quand tu vas chez les gens, tu te rends compte déjà d'une que c'est extrêmement concret et que quelque part, leurs espoirs reposent un peu sur toi. Ça met une pression. Là, tu te dis, ok, en fait, ce que je fais, c'est pas seulement un projet. Il y a quelque chose derrière, il y a des gens qui en attendent quelque chose, Ouais. et il y a des espoirs qui reposent sur tes épaules, et il faut pas les décevoir. Donc, Je comprends. il y a cet aspect-là qui était assez marquant, et puis l'aspect humain, en fait, où tu vas rencontrer les gens. Je te disais que ça matchait bien, mais franchement, on a fait des super rencontres. On est resté des heures. Par exemple, on parlait de Jocelyn tout à l'heure. On est resté des heures chez Jocelyn avec Face à parler, à discuter. Nirohame, bah, c'est devenu un pote. Des fois, on se voit comme ça, on va boire un café. Euh, Tous les auteurs, on s'entend super bien. Ils sont tous venus, par exemple, à la Japan. Je sais que tu voulais en parler un peu plus tard, mais juste deux mots là-dessus, c'est que ben, on a rigolé à fond, le courant est passé direct, il n'y avait pas eu de moment gênant où tu Mhm. sais, en fait, on est des gens un peu différents, où tu vois, non, franchement, le courant est passé crème, mais franchement, cet aspect humain, c'est vraiment l'aspect que je Ouais. retiendrai le plus
de Konkuru, quoi. Il y a des auteurs, je pense que oui, mais tu me corrigeras si je me trompe. Il y a même un auteur, je crois que chez Konkuru, qui a été édité, qui a été signé ailleurs. Ouais, alors, si tu veux, des auteurs qui sont pas chez Konkuru, il y a déjà Néron, auteur de Raja, Ouais. qui est publié sur un one-shot à paraître chez Delcourton, quand même, je crois, Ok. qui va signer ensuite une série. Donc ça c'est trop cool. Et ensuite on a comment il s'appelle, Edas du Roi Soleil, Ouais. qui là du coup pour sa série qui a été publiée dans Kokuru va être publiée en tome relié par Myria Édition, et je pense que ça sort en décembre 2023. Et ça, tu le réfléchis, ou vous plutôt le réfléchissez comment? Est-ce que du coup Konkuru ça se positionne comme un tremplin, ou est-ce que à terme il y a une volonté de prendre cette partie édition en tome complet, ou c'est pas dans les Bah dans les nous, tiroirs? nous clairement, dans un premier temps, ça va être trouver des partenaires Mm. pour éditer nos séries à fort potentiel. Le but de Konkuru, c'est d'être un tremplin, mais aussi un test. Mm. En fait, on teste des histoires auprès d'un public. On a de la donnée sur qu'est-ce qui marche pas. Parce que à chaque fois il y a les votes, etc. Exactement, il y a les votes, il y a les données sur les lectures, etc. Et ensuite, notre but, c'est d'aller voir les éditeurs, donc Kana, Glénat, etc., et de leur proposer notre catalogue avec la donnée qu'on a et de leur dire, voilà, telle série marche, il y a un engouement là-dessus. Maintenant, ce serait intéressant que vous soyez en coédition avec nous sur cette série et que vous la preniez en tome relié. Ok. Donc c'est une démarche qu'on a un peu commencé à faire en saison 1, qu'on va intensifier sur les prochaines saisons. Est-ce que ça peut être une part du business model, ça? C'est clairement une part du business model, parce que clairement c'est de la cession de droit. Donc forcément, une cession de droit, c'est pas gratuit. Mm. Nous, sur les séries, c'est aussi un travail d'accompagnement, sur tout le travail qu'on fait de maquettage pour rendre un produit qui soit vraiment fini. Donc tout ça, c'est une prise de risque, parce que c'est nous qui prenons le risque, Exactement. quelque part. Donc tout ça, ça mérite, entre guillemets, une contrepartie. Mais sinon, effectivement, à terme, l'objectif, c'est qu'on puisse éditer nous-mêmes nos propres séries sous la bannière Concours. Mais tu vois, ce que tu dis là, je suis assez d'accord avec toi. En fait, vous représentez un peu l'intermédiaire qui manquait, où aujourd'hui, si une maison d'édition veut lancer un auteur, ça lui coûte très cher par rapport à acheter des droits au Japon, alors que là, elles se disent, bah ok, la série, elle existe déjà, on a déjà des retours sur la série, on peut voir de quoi il est capable, il arrive à gérer un rythme. Bah en fait, tout ça, c'est déjà fait, c'est prouvé, Exactement. et maintenant, bah il y a, entre guillemets, plus qu'à le commercialiser à plus fort potentiel. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Konkuru n'a pas la force de distribution de Kana ou quoi que ce soit. Donc forcément, ça peut vraiment... le positionnement tremplin aujourd'hui est cool. Et c'est vrai qu'à terme, le fait de se développer et de pouvoir aussi se positionner comme une maison d'édition à part entière, ça peut être un bel axe. Exactement, ouais. Trop bien, trop bien. On parle de la Japan Expo avant de parler de la saison 2. Allez. Vous arrivez sur le stand de Mangayo. Alors pas vraiment sur le stand, mais en haut ils avaient loué tout un espace qui s'appelait Village Manga, et ouais, effectivement on a notre stand au sein du village. Ça, je pense que c'était un coup intéressant parce qu'il y a eu un vrai afflux sur ce Village Manga. Ouais, franchement, bon, c'était pas mal positionné, et puis voilà, c'était aussi pour envoyer un message, pour dire que Konkuru, c'est sérieux. C'est pas quelque chose, c'est sérieux, c'est pas quelque chose de petit ni d'amateur. Nous, on est des professionnels. Quand on fait quelque chose, on essaie de le faire bien. Bon, on fait quelques conneries, comme tout le monde. On en fait des erreurs, mais par contre, on essaie vraiment voilà, la Japan Expo dans le village manga, c'était pour envoyer un message. Ok. Et puis ouais, on était franchement très content de l'afflux de personnes. Puis vous avez fait de l'animation un peu. Je voyais, il y avait un truc, je sais pas, qu'il y avait un genre de panneau dans le dos où vous alliez voir les gens pour dessiner ou je sais pas quoi. Ouais, on a fait l'homme sandwich. Ouais, c'est ça, ce qui me semble. Pour rabattre les gens sur des challenges dessins. En fait, il faut savoir que dès qu'on va à un événement, on fait un challenge dessin. Ok. Un ou plusieurs. Et puis on a fait gagner des lots d'ailleurs, on a fait gagner des tablettes XP Pen. Ah, mais j'aurais dû participer. Ça, on me l'a pas dit. Ah bah non, la prochaine fois, si tu nous vois sur un salon, tu sais qu'il y a quelque chose à gagner. C'est le message qu'on veut renvoyer. Donc ouais, non, très cool la Japan. Déjà être avec nos auteurs un peu plus longtemps, parler avec eux, etc. Super cool. Et ce signe un moyen de tu l'avais dit, le Tour de France, on se voit, on passe des bons moments, mais ça motive tout le monde aussi de se voir, non? Exactement, ouais, ça motive tout le monde, ça booste tout le monde. Et puis en fait, on est tous très contents de se dire, ok, j'ai bossé avec ces personnes-là qui sont en plus des bonnes personnes.
Ça fait vraiment plaisir, quoi. Trop bien. Donc il y a eu cet aspect humain et aussi rencontrer les gens. En fait, Le public. le public, et en fait, la Japan Expo, c'est que des rencontres, hein. Alors il y a des jours, franchement, où j'ai pas vu le jour, où j'ai fait que parler à des gens, j'ai blablaté non-stop et puis je rentrais, j'avais plus de voix. En fait, pour te dire, à la fin de la Japan Expo, le lendemain, je bossais, j'avais plus de voix. Ah ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr. Donc blablater avec les gens. Bon, il y avait des auteurs, il y avait blablater aussi avec les gens qui venaient sur le stand. Et puis voilà, fun fact, je me suis fait reconnaître, c'était un peu bizarre, mais des gens qui me regardaient comme ça, qui me fixent, et puis ils me disent Konkuru? Je dis ouais. Au début, je me dis, mais est-ce que ce mec me connaît? C'est quelqu'un que je suis censé On s'est connaître? déjà vu, ouais. Mais en fait, c'est juste des mecs, voilà, ils ont vu les vidéos, ils ont reconnu ma tête, et puis ils sont venus engager la discussion et tout. Franchement, très sympa. Il y a des gens qui sont passés par votre stand et étaient en mode stylé qu'ils soient venus, genre en mode que tu connaissais ou que. Donc on a eu Marika Herzog, l'autrice Ouais. de Sleepy Boys. On a eu Senshiro qui est passé. On a eu Keto Valero Ok. qui est passé. Alors je sais plus s'il est passé à Metz ou à la Japan, mais en tout cas super mec. Il nous a parlé un peu de son parcours de vie. Il a un parcours de vie super atypique. T'en ressors content. Super content, franchement. C'est une top expérience. C'était ma première Japan Expo, tout court. Ah ouais. Ouais. Ok. J'avais fait qu'une seule convention. J'avais fait Paris Manga il y a à peu près une dizaine d'années. Ah oui, donc. Puis c'était flingué, disons le terme. Aujourd'hui, en fait, j'étais extrêmement surpris de l'ampleur que ça a pris. Parce que clairement, Paris Manga à l'époque, c'était pas terrible. C'était très petit et puis c'était très mercantile. Et là, j'ai trouvé la Japan Expo, c'était immense, mais vraiment immense. Ah, c'est hyper grand, hein. Et c'était pas si mercantile que ça. Il y avait pas mal d'animations, etc. Ah oui, Et hein. j'étais franchement hyper surpris, agréablement surpris par la qualité de cet événement et je dirais plus généralement des événements manga aujourd'hui, même Paris Manga aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ans. Bien sûr. C'est franchement impressionnant, quoi. Puis on arrive sur après juillet, c'était un peu la pause pour Konkuru. La pause, La préparation de la saison 2 plutôt. ouais, la préparation de la saison 2, en fait, on a remis le bleu de travail assez rapidement, Ah ouais. hein, clairement, ouais. Ok. Donc en fait, on n'a pas arrêté, hein. On a fait pas mal de réunions entre nous pour savoir, pour dessiner un peu les contours de cette nouvelle saison. Et c'est quoi justement les contours de cette nouvelle saison? Alors, ça va être une saison. C'est le moment de faire ta promo là sur la saison 2 pour nous donner envie d'acheter. Alors, la nouvelle saison, déjà, sera un peu plus courte que la première. On passe à 6 numéros au lieu de 8. Donc ça, c'est clairement un retour que les lecteurs nous ont fait où 8 numéros avec 8 auteurs, c'était assez difficile à lire, à rattraper quand tu as du retard. Donc, une formule un petit peu allégée avec 6 auteurs, 6 numéros. Donc sur les 6 auteurs, on aura 5 séries, un one-shot. Et puis, que dire à part que la saison 2, les numéros en saison 2 seront moins chers que ceux de la saison 1. Donc on passe à 12 euros. On passe de 14,90 à 12 euros. Ok. Et puis... Comment on baisse ce prix? Clairement, c'est la fabrication. Ouais. On a fait pas mal de mauvais choix, enfin pas de mauvais choix, mais des choix optimisables, je dirais, en saison 1. Où on aurait pu faire de meilleurs choix et avoir des coûts un peu plus Mais maîtrisés. ça, t'apprends qu'en faisant. Ça t'apprend que en faisant. Ou alors en étant dans l'industrie. Bien sûr. Donc ouais, clairement, c'est sur ce poste de coût qu'on a trouvé les petites économies pour baisser le prix du magazine, le rendre un peu plus accessible aussi. Les auteurs, c'est les mêmes que sur la saison 1 ou il y a un petit turnover ou complètement changé? Ouais, il y a un turnover. Alors normalement, donc on en aura 2 qui étaient présents en saison 1 qui seront présents en saison 2. Et puis tout le reste, c'est de l'inédit. Parce que les auteurs, c'est quoi la réflexion? C'est une initiative qui vient de vous? C'est les auteurs qui souhaitaient pas continuer? Comment est-ce que ça s'est organisé un peu tout ça? Ça dépend. Je dirais que pour certains auteurs, il y avait cette envie d'aller faire autre chose parce que 8 mois, c'est éprouvant, hein. Ouais. Et puis après, voilà, ils avaient peut-être la tête ailleurs ou parfois c'est dans la vie perso, t'as d'autres besoins. Ou alors parfois ça vient de nous. Alors c'est l'idée derrière tout ça, c'est d'arriver à proposer de la nouveauté à nos lecteurs. Konkuru, c'est un magazine de test. Donc en fait, il faut qu'il y ait du brassage, il faut qu'il y ait de nouvelles séries, il faut qu'on teste de nouvelles choses. Donc c'est aussi avec cette idée-là en tête qu'on s'est dit qu'on allait un peu renouveler notre roster pour la saison 2.
Et bah, c'est une belle aventure, ça, Concours. Aujourd'hui, en plus, dans l'équipe a un peu grandi. Vous êtes 7, tu me disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sens que ça se structure, même en termes. Au début, tu sais, c'est un peu toujours du fait maison, etc. Là, tu sens qu'il y a vraiment des process qui sont mis en place, etc. Ouais, bah alors nous, clairement, on vient tous du monde professionnel. On est plus, on est jeune, mais plus très jeune non plus. Donc toute cette influence, elle se ressent dans dans notre façon de bosser. Déjà, on fait des réunions qui sont assez structurées, ordre du jour, compte rendu, des réunions parfois thématiques. On a tout un canal de discussion aussi professionnel, un peu comme un Slack, tu vois, Ouais. mais sur Discord, avec des topics, on fait de la gestion de projet. Donc ouais, franchement, on est hyper structuré. Ouais. Au niveau des process, tout s'est rodé. Alors, ça s'est fait de façon incrémentale, mais déjà, dès le début, on avait déjà une bonne structure, et puis après, on a étoffé, et puis aujourd'hui, on a des process qui sont vraiment bien rodés. Ouais. Autre chose que je voulais te demander par rapport à l'équipe justement Concours, le fait que vous soyez plusieurs aussi, il y a une diversification des tâches. Est-ce que, à part pour toi, il y a d'autres personnes qui se projettent de se mettre à temps plein sur le projet? Bah, je pense que c'est l'objectif de chaque personne qui est au projet, hein, honnêtement. Ouais, ouais. Je pense en fait à tous les membres de l'équipe. Et c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais tu parlais à un moment de crédibilité, tu Ouais. sais, par rapport à voilà, est-ce que tu es crédible dans l'industrie, est-ce que tu es crédible pour juger des projets ou pas. Et du coup, c'est quelque chose aussi qu'on nous a pas mal reproché. Pas forcément en nous le disant, hein, mais on sait très bien que voilà, c'est des gens qui sont pas du milieu de l'édition et compagnie. Mais aujourd'hui, dans notre équipe, on a une personne qui travaille dans le milieu de l'édition, qui est Geoffrey, qui bosse chez les Humanoïdes Associés, Ouais. qui bosse aussi chez nous. Donc clairement, aujourd'hui, c'est plus un reproche qu'on peut nous faire. On est vraiment une maison d'édition à part entière avec des professionnels du métier qui bossent avec nous. Et t'arrives à aller chercher, justement, vu que le magazine a un peu plus fait ses preuves, est-ce que t'arrives à maintenant... Au début, tu me parlais de chercher des partenaires. Il y avait une réticence parce que le magazine n'a pas fait ses preuves, le magazine est peut-être pas encore même sorti au début. C'est difficile. Aujourd'hui, est-ce que cette recherche de partenaires, parce que le partenaire, au-delà de faire des dotations, comme j'imagine XPPN pour les concours, ça peut aussi être des partenaires financiers qui permettent de faire vivre le magazine, faire vivre les auteurs. Vous arrivez à aller en chercher? Alors ouais, on a même réussi dès le début sans avoir rien du tout, même pas de magazine. Notre premier numéro, il est sponsorisé par H-Sweet, qui est une marque qui fait des boissons, je dirais, asiatiques. Ok. Donc franchement, dès le début, on a réussi à trouver ce genre de partenaire, ce qui était très cool. Et ouais, effectivement, en fait, ça devient de plus en plus facile. Nous, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est monter des projets avec des structures. Notre but, c'est... Alors, on a une partie annonceur. On est annonceur dans le magazine, donc on vend de l'espace publicitaire, mais on essaie de plus en plus de monter des projets, de bâtir des choses avec d'autres structures, en essayant de trouver des synergies, des trucs. Est-ce que tu as des exemples de projets un peu que vous avez en tête? Sans en dire trop, on aimerait par exemple faire un gros concours dans le domaine du manga d'une façon qui n'a jamais été faite, avec de gros acteurs du monde du manga, sans en dire trop, voilà. C'est un peu flou, mais ça marche. J'imagine que le temps mettra des images sur ces mots. C'est ça. C'est quoi, du coup, on a parlé des ambitions de Concours, du fait que potentiellement plus tard, ça pourrait devenir un éditeur à part entière, je veux dire un éditeur de tomes reliés comme on les connaît. Toi, à titre personnel, c'est quoi tes ambitions? Jusqu'où tu veux emmener Concours? Jusqu'au toit du monde, hein. Une domination mondiale de Concours sur le monde de l'édition. Non, mais plus sérieusement, ouais, je veux vraiment amener Concours le plus loin possible. Déjà, consolider la position qu'on a actuellement, la renforcer, nous imposer vraiment dans la chaîne de valeur de l'édition, comme le tremplin. Et quand je dis le, c'est le majuscule. Je veux qu'on soit les numéros 1 sur ce créneau-là, qu'on participe à le démocratiser et à le rendre attractif. Ça, c'est ma première ambition. Et puis ensuite, ouais, devenir un éditeur à part entière et à la japonaise, c'est-à-dire qui maîtrise tous les jalons de la chaîne de production, depuis la production des tomes
jusqu'au tome fini. Ok. Donc mon but, c'est vraiment c'est en 2 étapes. Consolider notre position et ensuite absorber les différents échelons, que ce soit avant nous et après nous, dans la Trop chaîne bien. de valeur. Trop bien. Sauf si peut-être un message ou quoi que ce soit rajouté, je vais arriver sur mes 2 questions de la fin. Non, pas de message, si ce n'est que on parlait de partenariat, mais j'avais oublié aussi de le mentionner. On fait un hors-série, Konkuru, Ok. qui sera en fait un manga collaboratif. C'est sur une idée originale de Karel, qui est un auteur de manga français, qui a été rejoint ensuite par Le Raton, qui est un scénariste, qui fait aussi du manga. Il est québécois. Donc on va sortir ce manga collaboratif, je crois que ça sort en juin 2024. Et puis l'idée, c'est que tous les bénéfices seront reversés à une association caritative qui en fait apporte, qui crée par exemple des ludothèques dans les hôpitaux pour les adolescents qui sont malades. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'en parler parce que je trouve que c'est un beau projet. Ouais. C'est un projet qui déjà artistiquement est intéressant, c'est assez fun, et en plus il y a tout cet aspect derrière caritatif qui me paraît pas mal aussi. Tout ça, c'est une belle initiative. Bravo. Merci. C'est cool. Du coup, je vais arriver sur mes 2 questions de la fin. Ok. Mes recommandations d'un contenu à consommer. Ça peut être vidéo, ça peut être un film, ça peut être une lecture. C'est ce que tu veux, un manga, un podcast, ce que tu as envie. Il peut y en avoir plusieurs si t'hésites entre certains. Il peut y en avoir plusieurs. Je vais commencer par le livre. Le livre que je conseille, c'est Destruction massive de Jean Ziegler, qui est un livre sur la fin dans le monde, qui est un livre qui est assez détaillé, qui contient pas mal de chiffres et aussi pas mal de réalités concrètes qu'on n'a pas forcément en tête. La fin FIN ou La fin FIM. Oh, FIM, voilà. ok. Donc c'est un truc très terre à terre, aucun rapport avec le manga, mais c'est vraiment quelque chose qui moi personnellement m'a marqué, et je dirais peut-être a changé ma vie, en tout cas au moins en partie, parce que voilà, il y a pas que le divertissement dans la vie, il faut aussi aller voir d'autres choses, et voilà, je pense que c'est une lecture qui est assez salutaire et que tout le monde devrait avoir. Trop bien. Ensuite, sur une note un peu plus joyeuse, on a le film The Strangers, qui est un film coréen, qui en fait joue un peu avec le spectateur. C'est un super film. Quand on parle de film coréen, généralement les gens vont citer Parasite, Dernier Train pour Busan, etc. C'est un tout autre genre. Ok. Et c'est un des rares films qui a réussi à me déranger profondément, où je me suis dit oula, c'est pas ce que je regarde, c'est pas normal. Voilà. Parce que genre c'est malsain. C'est malsain, voilà. En Ok. fait, c'est un film où pendant un bon moment, on joue avec toi, on te fait croire que le film est de tel genre, pour ensuite basculer sur un autre genre, et il joue aussi avec toi dans l'intrigue, où on te fait croire quelque chose, et ensuite on te fait croire l'inverse, pour ensuite réarriver à une autre conclusion. Tu sais plus te positionner. Exactement, tu sais plus où te positionner, et en fait, cette conjonction de facteurs, plus une fin qui est dans l'imagerie, qui est fantastique, ça te chamboule, et c'est vraiment un super film. Ça laisse pas indifférent, et je conseille aux gens de le regarder, même s'il il traîne un petit peu en longueur, la fin vaut toujours le coup de le voir. Et puis, dernier recours au manga. La triple reco. Voilà, la triple reco. Si c'était vraiment perso, je pense que j'aurais recommandé Pluto, parce que c'est mon manga préféré. Mais comme on est Konkuru, qu'on est manga francophone, moi ce que je recommanderais, c'est de lire le manga Dom de Mimo et... Ah ouais, putain. Ouais, donc le manga Dom de Mimo et William. Donc Mimo qui est au dessin et William au scénario. C'est assez dur de rentrer dedans parce que le premier tome est assez daté. Ok. Le niveau de dessin était pas terrible à l'époque, mais franchement, à partir du deuxième tome, ça devient un monstre en dessin. L'histoire, franchement, ça fait partie de ces histoires qui sont pas forcément surprenantes par leur intrigue, ni particulièrement originales, mais qui tiennent extrêmement bien grâce à leurs personnages. Ok. Donc des personnages forts. Exactement, des personnages forts, des concepts aussi qui sont intéressants. Ça me fait penser un petit peu à Dreamland dans cet esprit-là, parce que Dreamland c'est vraiment un manga avec des personnages forts. Et je trouve que Dom en fait ça s'inscrit vraiment dans la lignée Dreamland, et c'est un super manga, et je recommande à tous de le lire. C'est dispo je crois sur Manga Draft. Ok. Donc voilà, c'est ma reco. Trop bien.
Trop bien. Et on va arriver sur ma toute dernière question qui va un peu donner le mot de la fin de cette interview. C'est un conseil que tu vas donner à l'auditeur, que Ok. ce soit un conseil dans le manga ou même de vie ou ce que tu veux, un conseil ou un message à transmettre de manière plus large. Le conseil que je donnerais, c'est prenez position. Prenez position. Dans la vie, il faut prendre position. On peut pas toujours être neutre. Et ça s'applique dans tout. Ça s'applique aussi dans la création artistique. Votre création, elle peut pas être neutre. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon vous laisserez pas de traces. Il y a pas mal de mangas qui sont des succès commerciaux, mais il y a rien derrière. Et je pense que l'histoire les retiendra pas forcément pour autre chose que pour le fait d'être un succès commercial. Ok. Ne seront pas retenus comme une œuvre d'art. Donc prenez parti, prenez position et ayez des partis pris forts dans tout ce que vous faites. Ok. Voilà ce que je dirais aux gens. Eh ben merci. Je t'en prie. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut.